la ville de Saint-Louis du Sénégal ou l'île de Saint-Louis du Sénégal, c'est une ville emblématique dans l'armature urbaine sénégalaise et même africaine. Cette ville a la particularité d'avoir été dans des périodes différentes qu'on peut grosso modo résumer en 3 grandes périodes. La première période, c'est la date de sa création par les Français, les Normands, Diepois qui étaient venus ici à la recherche de l'ivoire, parce que la ville de Dieppe en France, en Normandie, c'est une ville spécialisée dans le travail de l'ivoire. Et l'ivoire servait à orner les églises européennes, de façon générale, les églises. Et donc, ces gens étaient venus là à la recherche de la matière première qu'est l'ivoire. Et ils vont créer à partir de 1633, avoir une île ici, dans la région. Mais ce n'est pas l'actuelle île. Cette île était beaucoup plus à l'aval et cette île était souvent victime d'inondations. Et il a fallu attendre plus tard pour que cette île, qui est l'actuel site de Saint-Louis, soit rachetée, louée au Brac du Waalo. Parce qu'à l'époque, il y avait une superstition qui disait que si en Afrique, les gens n'allaient pas vivre dans les îles, parce qu'on considérait qu'en vivant dans les îles, on allait mourir jeune. Donc les îles étaient quasiment vierges. Donc à l'arrivée des Occidentaux, des Européens, donc ils vont aller s'établir dans les îles parce que c'était plus facile à défendre d'une part et d'autre part aussi ça leur permettait d'être en contact direct avec les populations. Donc l'actuel site a été acheté au Brac du Waalo à partir de 1659. Donc de 1659 jusqu'à 1854 avec l'arrivée du gouverneur Faidherbe, on peut dire que c'est l'époque des comptoirs, ou bien disons de la création de 1659 jusqu'à 1848 lors de l'abolition de l'esclavage. On peut dire que c'est la période des comptoirs. Cette période, presque c'est 400 ans. 400 ans où la ville de Saint-Louis a pu jouer un rôle déterminant comme une ville qui a abrité les compagnies commerciales du Sénégal, donc de l'époque coloniale, les compagnies commerciales royales de la France. Et à l'époque, ils venaient ici à la recherche de l'ivoire, de l'or, du ngalam et du bourré qui se retrouvent donc dans la région. On a plus tard la gomme arabique et surtout des esclaves, beaucoup d'esclaves. Et d'après les statistiques qu'on a, donc des archives, il passait jusqu'à 10 000 esclaves par an à Saint-Louis. Et l'essentiel de ces esclaves se retrouvaient dans des villes telles que la New Orleans, la Nouvelle-Orléans, telles que aussi la ville de Saint-Louis en Mississippi. Donc, parce que une grande partie des États-Unis, c'était sous le domaine des Français. Et les Français l'ont racheté. Et après les guerres napoléoniennes, les Français l'ont vendu aux États-Unis parce qu'ils ont soutenu la guerre d'indépendance des États-Unis. Et ensuite, ils vont aussi vendre leurs possessions pour financer évidemment la Révolution française et les conséquences de la Révolution française. Donc une grande partie des États-Unis était un domaine réservé historiquement aux Français. Et ces villes ont accueilli essentiellement des esclaves venant d'ici. Et d'ailleurs, actuellement, les recherches génétiques à partir des gènes, on sait que ces populations étaient majoritairement originaires de cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Donc la ville de Saint-Louis a connu cette période qui est quand même un pan important de son histoire et tout est parti à partir de la gouvernance qui est l'actuelle gouvernance qu'on appelait anciennement l'ancien fort. Et après, à partir du fort, on avait la place Baya, qui est devenue place Faidherbe, mais on l'appelait historiquement aussi place Baya. Baya, parce que c'est là-bas où se faisait le commerce. Donc le colonisateur débouchait par le port, et ensuite il entreposait sa marchandise et à partir de là il y avait le commerce. Finalement la ville a joué ce rôle jusqu'à après les guerres napoléoniennes. La France voulait se reconstruire à partir du Sénégal. D'ailleurs, l'un des aspects importants de l'histoire, du fait d'abord que les Saint-Louisiens ont participé à la Révolution française pour demander la liberté commerciale, parce qu'avant, le commerce même des esclaves était contrôlé par les compagnies commerciales. Mais ces compagnies commerciales, par voie, ils parvenaient à négocier avec les femmes locales et ils créaient des sociétés écrans
d'ailleurs. Ces sociétés écrans étaient gérées donc par ce qu'on appelle les femmes signares. Mais plus tard, ces femmes signares ont acquis donc le prestige important qu'on connaît. Mais il faut reconnaître que finalement, à partir des guerres napoléoniennes, à partir donc de la Révolution française et à la suite des guerres napoléoniennes, dans les accords de Waterloo, où la France a été défaite par l'Angleterre, parce qu'il y avait deux pays qui se disputaient la puissance, ce sont les Français et les Anglais. À un moment donné, les Français ont considéré même qu'il fallait abattre les Anglais en favorisant donc la décolonisation des États-Unis. Et effectivement, après les Français vont vouloir, d'ailleurs le modèle démocratique américain a été pensé par les philosophes des Lumières français. Et finalement, à partir de là, les Français vont venir en Europe aussi, en France, faire la Révolution française. Et les Français vont vouloir étendre la Révolution française, répandre la démocratie partout. D'où la célèbre phrase donc, de Hegel, j'ai vu Napoléon à cheval, j'ai vu la raison à cheval. Donc en parlant évidemment de cette période historique. Finalement, dans les accords de Waterloo, pour les Français, c'est quand même quelque chose d'assez important, complexe dans leur histoire, qu'ils ne veulent pas souvent en parler. Parce que dans ces accords, donc, la France a accepté donc de dire que je vais me reconstruire, reconquérir le monde, mais à partir du Sénégal. Et c'est pourquoi donc, le Sénégal, lors des guerres napoléoniennes, ce sont les Anglais qui étaient établis là. Et dans les négociations, les Français ont accepté de céder le Québec. C'est pourquoi les Québécois n'oublient pas cet épisode historique jusqu'à présent qui envenime les relations entre la France et le Québec. Parce que pour les Québécois qui étaient des Français établis là-bas depuis 1600, 1500, donc ils voient mal comment les Français ont préféré leur abandonner à l'Angleterre et venir récupérer leur colonie du Sénégal. Donc à partir de 1820, donc les Français ont préparé l'avènement en créant, donc qu'on appelle, en achetant un grand jardin à Richard Toll, qu'on appelle le jardin de Richard Toll. Et dans ce jardin, ils voulaient expérimenter des cultures agricoles dans la vallée. Et ils voulaient faire une colonie de peuplement à partir du Sénégal. Et dans les années 1919 plus précisément, il y aura une expédition qui va quitter la France pour venir occuper militairement donc, le Sénégal. Évidemment, vous savez, le fameux radeau de la Méduse. Ces bateaux, finalement, ils vont échouer. Ils vont connaître un naufrage. Et d'ailleurs, il y a un tableau emblématique dans l'histoire du Sénégal, ce qu'on appelle le radeau de la Méduse, parce qu'il y a 17 seulement survivants. Le bateau était très chargé avec des briques qui étaient venues pour construire donc, des bâtiments à Saint-Louis. Et ce bâtiment va connaître un naufrage. Les 17 survivants ont pu survivre en mangeant d'autres humains. Et ce fut un scandale en France où évidemment ce tableau-là qui est au niveau du Louvre retrace de cette histoire. Et finalement, les Français ont dit pourquoi vous voulez aller loin? Et finalement, ce qu'ils ont voulu faire au Sénégal, ils vont le faire plus tard en Algérie, à partir de 1830. Et d'ailleurs, Faidherbe était d'abord parti en Algérie. C'est à partir de l'Algérie qu'ils vont encore ressortir donc, le projet de colonisation à partir donc, du Sénégal. Et ici, en venant ici, les Français ont dit on va occuper du Sénégal à Djibouti pour avoir une colonie et reconquérir le monde à partir donc, de l'Afrique. Et ici, donc, Saint-Louis va jouer un rôle important à partir donc, après la fin donc, de l'esclavage et l'arrivée de Faidherbe à partir de 1854 comme gouverneur du Sénégal. Et d'ailleurs, c'est à partir de 1957 qu'ils vont établir le premier protectorat donc, avec le Waalo. Le Waalo était tout le temps victime donc, de razzia auprès des Maures. Et les Français ont dit, vous acceptez ma présence et je vous protège contre l'invention des Maures et puis aussi des poularophones qui étaient évidemment avec... Parce que n'oubliez pas que dans le Fouta, on avait le régime théocratique, c'est-à-dire la révolution Torodo, où ce sont des régimes autour donc, des marabouts avec une démocratie basée sur le pouvoir religieux. Voilà, donc grosso modo, cette période donc, très peu connue donc, de l'histoire de Saint-Louis. Et après, donc, avec l'arrivée de Faidherbe, Faidherbe a fait de grands travaux pour la ville de Saint-Louis. C'est lui qui va d'abord construire le pont. Le premier pont, c'est le pont, ce qu'on appelle Amadou Malik Gaye, qui dessert donc, la langue de Barbarie et le quartier des pêcheurs de Guet-Ndar, construit donc, par le colonisateur à partir de 1855. Et puis, à partir de 1860, ils ont construit un pont flottant
qui reliait donc le quartier de Sor. Ce pont flottant a également été l'objet d'un autre pont en métallique qui sera réalisé entièrement et intégralement sur les fonds donc, de la colonie du Sénégal et notamment de la ville de Saint-Louis. Donc là aussi, beaucoup de choses ont été dites sur ce pont et qui ne correspondent pas à la réalité historique. Ce pont a été financé sur les fonds donc, du Sénégal. Donc c'est vraiment un patrimoine bien sénégalais. Et également, à l'époque, ils avaient voulu prendre ça parce que c'était le pont le plus esthétique. Parce qu'à l'époque, la France n'avait pas d'argent. La France voulait surtout avoir les colonies pour s'enrichir et avoir surtout les matières premières. Et donc, Saint-Louis avait une tradition de mer. N'oubliez pas que je vous ai dit tantôt qu'ils ont participé déjà à la Révolution française avec un cahier de doléances. Et progressivement, Saint-Louis aussi a été érigé en même temps que Gorée. Les deux premières communes qui étaient érigées comme des communes de plein exercice, c'est Gorée et Saint-Louis à partir de 1872 comme des communes françaises. Et c'est à partir de là, la France, donc les maires là, ont élaboré un projet avec un financement à partir des impôts locaux et ils vont financer intégralement ce projet. Et à l'époque d'ailleurs, Eiffel avait postulé. Eiffel, dans le projet de Eiffel, il voulait même faire venir le train à la place Faidherbe. Mais malheureusement, ce projet n'a pas été retenu et c'est celui donc des Mounier qui a été retenu. C'est lui qui va réaliser le pont actuel qu'on a et qui a été inauguré à partir de 1897. Et c'était pour la première fois un ministre de la République française quittait la France pour venir inaugurer un équipement d'envergure. C'était le ministre donc, des colonies à l'époque. Son nom m'échappe, mais évidemment, ça peut se retrouver donc, très facilement. Donc, il va venir inaugurer donc, le pont Faidherbe à partir de 1897. Donc, ici, on a l'émergence d'une ville coloniale. La ville coloniale, c'est que d'abord, ils vont sortir, c'est l'église qui va être la première institution à sortir du fort. L'époque des comptoirs, donc le fort, on avait tout. On avait même un cimetière à l'intérieur, un jardin pour pratiquer l'agriculture et tout. Le fort, c'était un ensemble qui permettait de résister en attendant l'arrivée des renforts pendant presque une année. Donc ça a été conçu comme ça, avec des fortifications militaires, évidemment des tourelles pour observer, mais aussi, étant donné qu'on est dans les îles, c'était plus facile. Tout ça. Et finalement, cette période-là, l'église va d'abord sortir. C'est pourquoi les premiers monuments de la ville, en dehors de cette gouvernance, c'est l'église qui est tout juste à côté. Mais à côté, vous avez le jardin. Ce jardin servait à pratiquer l'agriculture en cas d'attaque. Mais vous aviez aussi un cimetière à l'intérieur. Et l'église a été la première institution à sortir à partir de 1820. D'ailleurs, vous allez voir la cathédrale, c'est 1850-1825. Quelle était la raison? La raison principale, c'est qu'à un moment donné, on avait beaucoup de militaires. Les militaires amenaient beaucoup de filles. Et finalement, les filles-là, c'était de la débauche en quelque sorte. C'était de la prostitution déguisée. Et l'Église ne pouvait plus supporter ça. L'Église donc a été la première institution à dire « Moi, je ne peux pas vivre dans un même espace avec les militaires qui, à longueur de journée, amènent des filles ici. » Donc nous, on veut la pureté, on veut évidemment quelque chose de plus entier. C'est pourquoi tout vous allez voir, à partir donc, de la gouvernance, la partie sud, c'est la partie où on a pratiquement le domaine de l'Église. Même les écoles catholiques privées à Saint-Louis, c'est cette partie-là. Et ensuite, la deuxième institution, maintenant avec l'arrivée de Faidherbe, ce sont les rognats. Donc là, la place Baya qui servait de commerce à un moment donné, va accueillir les militaires parce que l'instrument de la colonisation, on dit, c'est l'église et évidemment aussi, surtout l'armée. L'institution militaire. Et donc on va créer à partir de 1957 ce qu'on appelle un décret qui institua les tirailleurs sénégalais. Et les tirailleurs sénégalais aussi, c'est important de revenir sur cette histoire. Pourquoi? Parce que les tirailleurs sénégalais, avant, quand le colonisateur est venu, ils ont aboli la traite négrière. Et dans l'abolition donc de la traite négrière, évidemment, ici, on a pris beaucoup d'esclaves. Qu'ils vont évidemment dire libérer. Parce que l'esclavage était interdit, mais à l'intérieur de l'Afrique, l'esclavage continue encore. Donc les Français ont racheté beaucoup d'esclaves.
Ces esclaves-là, les plus valides vont être le noyau des tirailleurs sénégalais. Les moins valides, c'est ce qu'on appelait, évidemment, on a créé des villes satellites. C'était des gens destinés donc à l'agriculture maraîchère pour permettre aux Français d'avoir des produits qu'ils aimaient, les produits locaux qu'ils n'importaient pas. Donc les moins valides étaient destinés donc à l'agriculture maraîchère. Et puis, ce sont ces tirailleurs sénégalais que les Français vont évidemment armer, vont former, vont se servir évidemment pour la conquête de l'Afrique. Voyez. Mais on les appelait les engagés à temps. C'est-à-dire vous vous engagez à servir l'armée française pendant 20 ans, on vous nourrit, on vous donne tout, mais après 20 ans, si vous êtes bien là, on peut même vous donner donc la nationalité française. Et ce sont les premiers, évidemment, citoyens à qui on va donner donc la nationalité française. Finalement, c'est ce qu'on appelle donc les tirailleurs sénégalais. Donc l'armée, avec les deux rognats, le rognat nord et le rognat sud, vont en même temps aussi sortir donc, de la gouvernance de Saint-Louis, l'actuelle gouvernance, le fort. Et puis, progressivement, on aura une urbanisation très développée qui existait, mais qui était moins développée à partir de ce qu'on appelle donc le Sindonde, donc le quartier sud, et le Lodo, le fameux quartier du Lodo chanté par Baaba Maal, où c'était le quartier festif de la ville. Par rapport évidemment aux gens qui venaient dans la vallée, Lodo symbolise beaucoup de choses. Mais c'est la ville coloniale par excellence avec donc les militaires. Et vous voyez d'ailleurs le camp des tirailleurs sénégalais se situe donc dans la langue de Barbarie. La langue de Barbarie, c'est cette bande de terre qui quitte évidemment donc, le quartier de Gokhumbath et qui va jusqu'à l'embouchure. Et donc langue de Barbarie, finalement, c'est là-bas où on aura le camp des tirailleurs sénégalais. Pourquoi? Pour faire attaque contre les Maures, pour contrecarrer les attaques potentielles des Maures. Donc on avait les tirailleurs sénégalais, tandis qu'ici, les deux rognats abritaient les officiers français. Donc tout ce qui est les officiers français étaient donc ici et les tirailleurs sénégalais étaient donc de l'autre, c'est-à-dire les sujets français en attendant qu'on les promette plus tard à devenir des citoyens français. Donc à partir de là, on a le pont Faidherbe, le quartier de Sor et finalement la gare. N'oubliez pas, c'est à partir de Saint-Louis que la gare va quitter pour aller rallier Dakar parce qu'on voulait rallier la ville de Dakar, qui est une création récente. La ville de Dakar, c'est Pinet-Laprade, c'est aussi 1857. À partir de là. Et puis, donc, la gare aussi, en voulant faire le chemin de fer, vous savez, les résistances avec la Dior et la colonisation donc, au Sénégal. Donc finalement, Faidherbe, dans son projet, va réunifier ce qu'on appelle conquête sous le nom donc, du Sénégal. Voilà, donc la création du Sénégal, c'est une création de Faidherbe, parce qu'avant on avait des royaumes qu'il va annexer, il va les réunifier et il va donner donc le nom du Sénégal. Le nom du Sénégal aussi, parce que Sénégal vient de Zénéga. Vous voyez, il y a aussi beaucoup de gens qui disent Sunugal, tout ça. Bon, c'est bien beau d'inventer des histoires par rapport à notre identité nationale. Mais sachez quand même que le terme Zénéga, parce que le fleuve Sénégal a été remonté par les Portugais à partir donc de 444 et ils avaient même amené des populations locales ici. D'ailleurs, pour comprendre ça, c'est à partir de... Parce qu'entre 1444 et 1633, c'est l'époque des Portugais. Donc les premières villes du Sénégal établies par donc, des étrangers, ce sont les Portugais. Mais cette période est très ancienne et à la différence des autres puissances européennes, les Portugais, dès qu'ils arrivaient sur place, ils se mariaient avec les femmes du pays et ils devenaient de fait donc, des citoyens de ce pays. Donc vous avez beaucoup de noms, tels que les Almeida, tels que les Mendy, les Correa, etc., qui sont de teint noir comme nous, mais historiquement c'est un métissage lointain. Et ce sont les Portugais même qui vont introduire l'arachide au Sénégal, et ainsi que beaucoup d'autres cultures, telles que le manioc, etc. Ce sont des choses qui nous viennent donc de l'Amérique par le biais donc, des Portugais. Et ensuite, évidemment, donc, ce qui est important pendant cette période donc, de la colonisation, je reviens là-dessus, c'est que la ville de Saint-Louis va jouer un rôle très important pendant cette période avec la constitution des quais, la constitution des ponts. Et à partir de là, Sénégal donc, vient d'une tribu maure
qu'on appelle les Sénégals. Tout à l'heure, donc, dans la description des esquisses sénégalaises de l'abbé Boila, je vous montrais les différentes tribus maures. Il y a une province tout juste quand vous sortez le Djoudj, un bras du fleuve qui rentre dans la partie mauritanienne et ça va dans une zone qu'on appelle donc le Sénégal. Et c'est cette tribu maure qu'on appelait les Sénégals qui va donner naissance au fleuve Sénégal. Donc ils vont, à partir de cette tribu maure visitée donc, par les Portugais, ils vont mentionner dans leur cartographie le fleuve-là en donnant le nom Sénégal. Et c'est ce nom Sénégal qui va donner naissance au fleuve Sénégal. Et c'est ce nom Sénégal, fleuve, qui va donner naissance au nom du pays. Voyez, donc ça c'est important. Et finalement, c'est à partir de là qu'on a la constitution donc, du Sénégal. Donc à l'indépendance, donc, le Sénégal a été une construction française, qu'on le veuille ou non, ça ce sont des réalités historiques. Il ne faut pas être des révisionnistes. Révisionnistes de l'histoire, c'est-à-dire inventer une autre histoire que la vérité. Nous, à l'indépendance, on avait senti ça. Et d'ailleurs, vous regardez donc, les noms donnés par le colonisateur, donc Sénégal, vous auriez... Le Mali ne s'appelait pas Mali, il s'appelait Soudan occidental français. Le Burkina s'appelait Haute-Volta. La Côte d'Ivoire s'appelait Côte d'Ivoire. Guinée, Guinée, parce que c'est le golfe de Guinée. En géographie, le Sénégal aussi, c'était un nom géographique par rapport à cette historique et à la fois géographique. Sénégal, puis le fleuve Sénégal qui va donner naissance au pays. Haute-Volta, c'est un fleuve. Côte d'Ivoire, on sait, c'est par rapport à l'Ivoire. Vous aurez même la Côte de l'Or. Ghana. Et ensuite, vous avez la côte des esclaves aussi. Il y avait un pays qui s'appelle la côte des esclaves. Vous voyez, en allant vers le Nigeria, le Bénin, là, ça s'appelait la côte des esclaves. Et finalement, ces pays ont renommé leur pays pour se dissocier de cette colonisation. Nous, au Sénégal, on avait fait aussi cette tentative en créant la Fédération du Mali. C'était un nom qui était donné à la fois au Sénégal et au Soudan. Mais étant donné que le Sénégal est à l'origine de la rupture donc de cette fédération, le Mali a hérité du drapeau. Nous, on a voulu se dissocier en ajoutant une étoile. Mais le drapeau du Sénégal et du Mali, ce qui les différencie, c'est l'étoile. Mais le nom a été gardé donc, par les Maliens. Et nous, on a repris le nom colonial. Donc, on a la phase donc, du Sénégal post-colonial. Donc, ici, à partir de la ville coloniale, on a eu d'abord la commune de Saint-Louis, c'est important de revenir sur ça. Après la commune de Saint-Louis, donc 1800, disons, parce que les deux communes de plein exercice, c'était Gorée et Saint-Louis à partir de 1872. Dakar, c'est à partir de 1886. Gorée, à la fin donc, du 19e. Donc on a les quatre fameuses communes qu'on connaît comme des communes de plein exercice où tout ce qui naissait dans ces communes devenaient des citoyens français et tous les autres étaient des sujets français. Donc ces citoyens français avaient un député qui les représentait au Parlement depuis donc 1850. Les années 1850, on avait depuis l'époque de Napoléon. Napoléon III, donc c'est pas le Napoléon qui va répondre à la démocratie française. Le Sénégal était représenté au Parlement français pour représenter ces citoyens-là. Et finalement, 1895, la France va réunifier ces territoires sous le nom de l'AOF, Afrique occidentale française. Et en ce moment, Saint-Louis a été à la fois capitale du Sénégal et de la Mauritanie, mais aussi capitale de l'AOF. Jusqu'au début donc, du 19e siècle, 1903, la capitale de l'AOF a été transférée à Dakar et Saint-Louis est resté capitale du Sénégal et de la Mauritanie. Donc le Sénégal va transférer sa capitale à la veille des indépendances quand Senghor et évidemment Mamadou Dia ont senti que, étant donné que Dakar a été construit sur les fonds de l'AOF, le colonisateur voulait faire de la région du Cap-Vert un dom-tom, comme dans... Oui, voyez. Donc un territoire encore dominé par la France. Et sentant la menace, ils ont transféré la capitale de Saint-Louis à Dakar. Mais les Saint-Louisiens ont mal vécu cette période parce que c'est le début du déclin de la ville de Saint-Louis. Ou en tout cas de la reconfiguration de la ville de Saint-Louis. Donc ça c'est 58, 57, 58. La Mauritanie, elle est restée. La Mauritanie voulait garder Saint-Louis comme capitale. Mais finalement, les Saint-Louisiens n'avaient pas voulu et c'est pourquoi... Donc la Mauritanie ici, Saint-Louis est par excellence une ville de la Mauritanie. D'ailleurs, quand vous allez à Guet-Ndar, vous allez voir ce qu'on appelle actuellement le château, l'ancien siège du gouvernement mauritanien. Il est encore là, au quartier donc, des pêcheurs, donc à la langue de Barbarie. Et finalement, la Mauritanie aussi va transférer dans les années 60. La Mauritanie est le dernier
État a transféré sa capitale donc de Saint-Louis à Nouakchott, qui est une création nouvelle. Et c'est dans les années 1960 finalement que Saint-Louis est devenu une ville provinciale. Pour les Saint-Louisiens, évidemment, c'est le début de la fin, mais pour les autres chercheurs, parce que quand vous regardez l'évolution démographique de la ville de Saint-Louis, c'est à partir de cette période que la ville de Saint-Louis va exploser en termes de démographie. Donc, elle devient une ville africaine, mais aussi une ville relais. C'est-à-dire il y en avait beaucoup de gens qui quittaient la vallée du fleuve Sénégal ou ailleurs, qui venaient ici, le temps aussi de travailler, de continuer leur trajectoire. C'est le début aussi des migrations internationales. Et la ville de Saint-Louis va rejouer un rôle important. Et même les migrations actuelles, à partir des pirogues et les îles Canaries, il y a une continuité de cette ville, disons, d'indépendance, le post-colonial, l'indépendance, et évidemment ce rôle des migrations nationales et internationales. La ville de Saint-Louis va jouer un rôle important. Et c'est pourquoi toute pensée autour de cette ville doit aussi adosser cette casquette, parce que finalement c'est cette période-là aussi où l'État du Sénégal a voulu que cette ville soit une ville adossée avec l'arrière-pays, ce qui explique qu'on aura la création. Donc d'abord, on a voulu maintenir la fonction éducative, parce que pendant l'époque coloniale, toutes les élites étaient formées ici, toutes les écoles sont partis à partir de Saint-Louis. D'ailleurs, le premier instituteur, c'est Jean Dard, qu'on avait amené pendant donc, cette tentative d'expansion de la France à partir de 1820. Jean Dard, c'est le premier instituteur envoyé par la métropole. Et vous savez, la France... C'est ce qui donna le nom de Ndar. Non, le nom de Ndar vient d'autre chose. Le nom de Ndar, donc il y a beaucoup d'histoires autour de ça aussi, de toponymie. Mais sachez que Ndar, pour certains, donc ça vient donc d'une déformation de Canaries, d'eau douce, donc Ndal. Mais d'autres aussi disaient qu'il existait un marché qu'on appelait ici Ndar, qui était autour donc de Saint-Louis. Mais pour les chercheurs que nous sommes, on considère que Ndar, parce qu'on a récemment publié un ouvrage qui s'appelle De Dandemayo, la vallée du fleuve Sénégal, en remontant de la Guinée jusqu'à sa source. Quand on remonte la vallée du fleuve Sénégal, arrivé évidemment à la pointe nord, c'est à partir de là que vous voyez la mer. Donc le nom viendrait du Pulaar, certainement. Ça s'appelle Ndar Géej, regarde la mer. Parce que vous remontez le fleuve Sénégal, c'est seulement à partir de la pointe nord que vous voyez la mer. Donc d'ailleurs, l'étiquette toujours Ndar Géej, vous voyez, Ndar Géej, mais c'est regarde la mer. Donc le nom viendrait probablement du Pulaar, qui signifie regarde la mer. Donc le nom Ndar est une déformation donc de Ndar en Pulaar, qui signifie regarde la mer. Voyez, donc l'étiquette la mer est un aspect important par rapport à la géographie donc, du fleuve Sénégal et évidemment de la configuration de cette ville-là. Voilà donc de façon très ramassée, très succincte l'histoire de la ville. Maintenant la ville de Saint-Louis, depuis les indépendances, Senghor a voulu maintenir ce que je disais ici, une politique éducative. D'ailleurs, dans le dossier de classement de la ville de Saint-Louis a été classée pour combattre le colonialisme. C'est pourquoi les figures de la colonisation, telles que Faidherbe, ils doivent être là. Parce qu'on ne veut plus que pareilles choses se reproduisent. Donc il faut voir ces aspects-là, il faut que tout le monde puisse connaître qui est Faidherbe, celui qui a, à un moment donné, qui s'est appuyé sur les populations locales, les anciens tirailleurs, parce qu'au début c'était des esclaves, mais progressivement ce sont des fils de chefs et d'autres qui vont venir alimenter donc ces tirailleurs-là. C'est toute vers la fin, entre les deux guerres, surtout pendant la première guerre, Blaise Diagne a fortement mobilisé pour la participation africaine. Il y a beaucoup de gens qui sont venus combattre pour la France et qui sont devenus des tirailleurs sénégalais. C'est important. Donc ça concerne toute la société sénégalaise. C'est-à-dire qu'au début, il y a un début et tout un processus. Et c'est tout ce processus-là qu'il faut aussi considérer et prendre en compte. Ne pas seulement se lier à un aspect historique en ce moment, on fait la falsification aussi de l'histoire. Et donc ici, à partir des indépendances, on a voulu donner à Saint-Louis ce rôle important, parce que tout est parti à Saint-Louis. On a classé ça dans la valeur universelle exceptionnelle préconisée par l'UNESCO. C'est de montrer que cette ville a pu éveiller les consciences, a pu établir ce qu'on appelle le contact avec le colonisateur, a pu former les premières élites africaines. Donc en termes d'éducation, en termes même de civilité et de civilisation et de sénégalité, tout est parti de Saint-Louis, qu'on le veuille ou non.
Les signares et tout ça, c'est là. C'est notre héritage culturel. Et il faut l'adosser pleinement. Donc ici, l'État du Sénégal a voulu faire de Saint-Louis une ville qui va garder ce rôle. Et l'université de Saint-Louis a été pensée en perspective déjà. Il y avait plus de lycées à Saint-Louis qu'à Dakar jusqu'au début des années 1980. N'est-ce pas? Ensuite aussi, on a voulu maintenir par rapport au camp militaire et tout ça, la formation militaire, toujours, éducation. Donc tous les militaires sont formés ici, Bango, jusqu'à présent. Et on a voulu faire la première université ici. À l'époque aussi, l'université Gaston Berger, il faut comprendre qu'on avait voulu amener, que ça soit une ville culturelle ici, parce que tout est parti de Saint-Louis. Donc on voulait que la faculté de lettres et sciences humaines soit ici. Malheureusement, ou heureusement, à un moment donné, les professeurs de l'université de Dakar n'ont pas voulu. Ils ont porté plainte contre l'État du Sénégal et ils ont gagné. Donc à partir de là, on a voulu faire donc, de Saint-Louis une ville adossée avec son arrière-pays. Et c'est en ce moment que l'université de Saint-Louis a été pensée. Mais la pose de la première pierre, c'est les années 1970. Et c'est en ce moment qu'on avait maintenu même le CRDS dans l'attente de ça. Et finalement, la ville de Ngalel et l'université de Saint-Louis, c'est une ville nouvelle des années 1970. D'ailleurs, vous voyez que l'architecture de la ville de Saint-Louis, bon, ici, c'est classé ville coloniale par excellence par rapport à ce que le colonisateur a fait en Afrique. Mais Senghor, en venant, en étant un homme de culture, il a évidemment préconisé ici la pensée africaine. Donc vous allez voir, c'est toute l'application de l'asymétrie, le parallélisme asymétrique. Ici, avec des formes circulaires, donc les villages au lieu de donc des pavillons. Ici, on appelle village par rapport à l'Afrique traditionnelle et tout ça. Donc ici, quand vous visitez la ville coloniale de Saint-Louis, c'est important de faire un tour à l'université Gaston Berger pour voir aussi la pensée africaine. Que nous aussi, on a su créer une ville nouvelle aux indépendances qui pratiquement rentrait dans les préoccupations et la pensée africaine. Donc au niveau de l'architecture, donc vue du ciel, vous allez voir que l'UGB, vue du ciel, le campus pédagogique, ça ressemble à un avion. Avec évidemment ce qui le symbolise, c'est la tour, donc la queue de l'avion avec la bibliothèque, la tour, et puis le rectorat, donc la tête de l'avion. Donc vue du ciel avec donc, les 4 premières UFR, UFR des lettres et sciences humaines, UFR donc droit et sciences politiques, UFR économie et gestion et évidemment UFR SAT. Donc c'était 4 premières unités d'enseignement. Et ensuite, le campus social, par contre, ce sont des villages et qui sont adossés. Là, donc, c'est l'architecture africaine qui ressemble à Djenné, mais qui ressemble aussi à l'architecture de la vallée du fleuve Sénégal. Donc, on a cette composition architecturale et je pense que Goudiaby est encore en vie. Et j'ai vu qu'il faisait partie, donc, parce qu'il y en a plusieurs architectes qui ont réalisé ce bâtiment. Et Goudiaby, évidemment, a fait partie de ces architectes-là.